On va parler d'Haïti. Parce qu'en fait, ce 17 avril dernier, 17 avril 2025, c'était les 200 ans de l'indépendance de Haïti. Donc Haïti qui était donc une colonie de la France. Les esclavistes sont révoltés, tout ça en ouverture, tout ça. Et ils étaient en mode oui, maintenant c'est nous qui vont décider. Voilà. Du coup, la France, elle a dit oh non, vous êtes quand même notre super vache à lait parce que c'était quand même une des plus riches des colonies quand même, parce qu'il y avait beaucoup de richesses. C'était pas pour ça qu'on avait c'était pas pour rien qu'on avait des colonies. Et du coup, la France était en mode ah non. Trop nul, on s'est fait humilier par des esclaves, et en plus toutes nos super troupes napoléoniennes se sont fait humilier, et du coup on peut pas vraiment lutter militairement contre eux, du coup c'est un petit peu, voilà. Du coup, bon, on va quand même essayer de partir avec panache. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un siège, donc en fait ils ont foutu tous les bateaux, les canons pointés vers la capitale, et ils ont dit très bien, vous voulez être indépendant, ben, en échange, vous allez nous rembourser tout ce que vous nous devez, et qu'ils leur ont imposé en fait une dette immense en fait pour indemniser notamment les colons, parce qu'il faut payer le manque à gagner quand même, vous étiez assez riches. L'enjeu politique aussi, c'était que le fait qu'il y ait que des esclaves décrètent la première république noire, la première république constituée en fait d'anciens esclaves qui se libèrent eux-mêmes, etc. C'était pas forcément une super nouvelle non plus pour les États-Unis et pour globalement tous les pays qui étaient à peu près encore tous esclavagistes à l'époque. Et donc il y avait un enjeu en fait de mater Haïti, de mater la révolution haïtienne, de mater toute possibilité que les richesses d'Haïti et que que la réussite en fait du projet haïtien, du projet révolutionnaire haïtien, puisse éventuellement faire des émules, éventuellement fragiliser la position esclavagiste, puisse éventuellement fragiliser aussi les nations qui construisaient leur capitalisme là-dessus. Haïti a été un des laboratoires du capitalisme français. La colonisation est un des laboratoires du capitalisme, mais en l'occurrence Haïti a été un des laboratoires du capitalisme français. Et donc cette dette de c'était combien? Je sais plus exactement le montant, mais c'était un montant mais astronomique, a engendré une double dette, puisque à partir du moment en gros, oui, c'est ça, 150 millions de francs or. Ce qui est genre l'équivalent, je crois que j'avais regardé une émission, je crois sur France 24, où il disait que c'était l'équivalent aujourd'hui de si on foutait à la France une dette de 9 000 milliards d'euros. Ce qui est beaucoup plus que le PIB français. Donc bref, donc c'est ça, 3 ans de PIB remboursés, etc. Donc en fait, ce qui a donné naissance en fait à une double dette. C'est-à-dire que donc, parce qu'encore une fois, le fait d'imposer cette dette, c'était la condition de la reconnaissance de la République haïtienne. Et en fait, en échange de ça, d'où ils ont sorti la thune? C'est une très bonne question. D'où est-ce qu'ils ont sorti la thune? Ils ont fortement encouragé Haïti à contracter des emprunts auprès des banques françaises, tout simplement. C'est pas compliqué. On te fout une dette impossible à rembourser, mais du coup, pour la payer, tu vas te financer auprès de nous, parce que c'est nous qu'on a la thune. Ce qui fait que la célébration de l'indépendance haïtienne est toujours douce amère. Et donc aujourd'hui, le 17 avril dernier, on fêtait donc les 200 ans de cette indépendance, sous coup du coup d'une dette terrible. Et le débat a été relancé. Le débat a été relancé notamment puisque Macron a annoncé une commission composée d'historiens français et haïtiens pour globalement évaluer à quel point la France est un peu responsable du fait qu'Haïti est dans la sauce aujourd'hui. Ce qui est assez fort de café de la part de Macron. Je sais pas si vous vous rappelez, Macron, il y a 4 mois, sur Haïti, c'était ça. La pétition pour tout le décembre, là, je vais vous dire. Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super. Il est défendu, ils l'ont viré. C'était terrible. C'est terrible. Et moi, je peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Donc voilà, donc c'est assez ironique. Oui, parce qu'en plus, oui, bon, voilà, la France qui a fait un coup d'État aussi, parce que bon, fallait aussi, il y a plusieurs choses. Fallait surtout pas qu'Haïti se développe, fallait surtout pas qu'Haïti devienne un peu trop socialiste. Alors du coup, bon, vous imaginez bien que les coups d'État et le contrôle post-colonial sur Haïti de la part de la France, ça a été aussi une dinguerie. Bah non, Haïti en ce moment, ils sont vraiment chiés dessus par tout le monde. Il y avait aussi, c'était le gros argument de la campagne de Trump sur les immigrés haïtiens aux États-Unis. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. C'était au sujet justement des immigrés haïtiens. Bref, Macron qui dit je peux pas remplacer. Voilà, moi, je vais pas non plus pouvoir. Bien sûr, c'est une relation totalement néocolonisée. Mais en tout cas, Macron a donc annoncé cette commission avec des historiens français et haïtiens, qui en vrai qui sont plutôt calés. Hein. Les historiens qui vont faire partie de cette commission, ils sont, de ce que j'ai compris, ils sont plutôt calés là-dessus. Et voilà. Et la société haïtienne est quand même très 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 attachée à cette question-là, et notamment la question des réparations, etc. Donc voilà, il a eu le syndrome du côlon irritable, exactement. Mais il y a une seule
seule exception que Macron a un petit peu laissé de côté. Dans son grand truc de la France va reconnaître que c'est une dinguerie la dette qu'on vous a imposée, que du coup c'est un petit peu notre faute que vous êtes un petit peu... il a un petit peu oublié un léger détail, c'est celle des réparations. Parce que en fait, si tu pars du principe que la dette était inique, que la dette n'était pas due, que en fait c'est contraire à tous les principes de rançonner littéralement un peuple en échange de son indépendance, parce que c'est une rançon. Quand tu payes des trucs en trop, genre je sais pas, quand tu payes des impôts en trop ou quand tu payes des trucs en trop, bah généralement le principe c'est qu'on te rembourse ce que tu as payé en trop, tu vois. Genre c'est en mode ah bah désolé, du coup vous me devez ça. T'es en mode ah pardon, désolé, tu m'as trop payé, je te rembourse ce que tu m'as. Voilà. Et bah là non, du coup là c'est le truc qu'il a écarté un petit peu, c'était juste il a pas parlé de réparation. Oui, parce qu'en même temps, les réparations, ça coûterait un petit peu cher à la France et il n'y a pas d'argent magique, voyons. Je vous propose qu'on lise ensemble le dossier de l'humanité qui est assez complet là-dessus. Comme ça nous permet de faire à la fois un deep dive un peu historique, de revenir un petit peu sur toute cette histoire-là et de parler des perspectives actuelles, diplomatiques, historiques, politiques et de comment Macron va refaire exactement ce qu'il a fait à l'Algérie, à Haïti, mais que probablement ça va peut-être pas passer aussi facilement comme une lettre à la poste. Enfin, c'est pas passé comme une lettre à la poste avec l'Algérie, mais voilà quoi. Donc, la France face à la dette odieuse d'Haïti, donc colonialisme le 17 avril 1825, la France exigeait de la jeune nation caribéenne, en échange de la reconnaissance de son indépendance, une rançon faramineuse pour indemniser les anciens colons esclavagistes. Un chantage qui pèse encore aujourd'hui sur le système politique et économique du pays. Je vous en parlais un peu tout à l'heure, quand je faisais le parallèle avec le Salvador, mais en effet, Haïti est gangréné par des problèmes de gangs, de narcotrafic, des trucs comme ça, et c'est une conséquence directe, encore une fois. Les gangs viennent prendre la place d'un État failli, d'un État qui est généralement, quand tu peux pas te développer économiquement de façon indépendante, oui, généralement, ton État, il est un petit peu en faillite, oui, quand tu peux pas garantir des services publics et de traiter ta population correctement parce que juste t'as pas de thunes et que t'es trop occupé à payer une dette inique et à subir des ajustements structurels de la part du FMI. Ajustements structurels, c'est un peu en mode le FMI qui se ramène dans ton pays pour dire vous ne savez pas bien payer votre dette. Du coup, on va vous donner des petits conseils pour apprendre à payer votre dette. Ce que vous allez faire, c'est vous allez laisser mourir les pauvres. Comme ça, parce que c'est l'argent qui compte. Vous allez prioriser de rembourser la dette que vous devez à la France, et plutôt que votre population. Donc voilà, sinon on va encore plus vous augmenter votre taux d'intérêt. Et du coup, on va plus rien vous faire et on va vous mettre sous blocus en fait, parce que c'est quand même un petit peu honteux de ne pas payer ses dettes. Bref, donc un chantage qui pèse encore aujourd'hui sur le système politique et économique du pays. Juillet 1825, près des côtes du tout jeune État d'Haïti, la première république noire libre de l'histoire, des navires s'approchent. 14 bateaux de guerre hérissés de 528 canons battant pavillon français. À leur bord, le baron de Mako qui vient apporter au président haïtien Jean-Pierre Boyer les termes d'une ordonnance royale signée le 17 avril 1825, il y a 200 ans, jour pour jour. Et 21 ans après l'indépendance de la Perle des Antilles, colonie la plus lucrative du monde, je rappelle, c'était la thune, c'était voilà. Une émancipation que la France n'a jamais acceptée malgré la défaite cuisante du corps expéditionnaire napoléonien à Vertières. Les termes de cette ordonnance royale de Charles X, non d'autres parce que du coup Napoléon qui se casse le dent et du coup c'est une fois la Restauration, Charles X qui fait le truc, bref. Charles X qui était en train de coloniser l'Algérie au même moment à peu près, donc bref. Donc les termes de cette ordonnance royale de Charles X n'ont d'autre objectif que de rançonner l'ancienne colonie. 3 articles pour exiger, sous la pression des canons et la menace d'une nouvelle invasion, l'accès privilégié aux ports de commerce haïtiens avec une réduction de moitié des droits de douane pour les navires français. Bah oui, bien sûr. On va pas juste se contenter de vous foutre une dette, on va aussi vous dire vendez-nous nos trucs à pas cher. Comme ça, on peut vous revendre nos produits à nous, mais à cher tout court. Le second exige le paiement de la somme de 150 millions de francs or destinée à dédommager les anciens colons qui réclament une indemnité en 5 annuités. Le troisième article concède à accorder à ces conditions l'indépendance de la partie française de Saint-Domingue. Nulle part ne figure le nom de Haïti. Parce que du coup, même dans les termes de la reconnaissance officielle de la France, c'était non, on va pas reconnaître le nom que vous vous êtes donné. Nulle part ne figure le mot de Haïti, adopté en 1804, hérité de Haïti, son ancien nom dans la langue du peuple autochtone taïno. Le président haïtien, Jean-Pierre Boyer, obtempère rapidement. Pour lui, l'objectif est de conserver le pouvoir politique et de sécuriser les titres de propriété de l'oligarchie foncière. Analyse Gusty Clara Gaillard-Pourchet, historienne à l'Université de l'État d'Haïti et autrice de nombreux travaux sur le sujet. Et donc, cette historienne-là qui, il me semble, va faire partie justement de cette commission d'enquête décrétée par Macron. Selon le politologue Frédéric Thomas, spécialiste du pays au centre tricontinental et auteur d'un récent ouvrage sur le sujet, Haïti, notre dette, ce véritable pacte néocolonial, même s'il est imposé par la force, est un arrangement entre la France et la classe dominante d'Haïti sur le dos de la population. Oui, il y avait un enjeu. On vient de mettre en place un petit peu un État. Bon, comme vous le savez, après une guerre de décolonisation, après une révolution, l'État n'est pas forcément stable.
stable, les conditions du contrat social ne sont pas forcément figées, ne sont pas forcément stables, donc il y a un enjeu aussi pour la classe politique de solidifier son pouvoir. Et en même temps, c'est un peu une rançon. Est-ce que tu as vraiment le choix? Est-ce que tu peux encore faire face à la guerre, au blocus, aux incursions qui seront sûrement faites? Si la France un petit peu laisse tomber, est-ce que ce sera les États-Unis qui vont essayer ensuite, hein? Dieu sait qu'ils l'ont beaucoup fait sur toute l'Amérique latine. Donc bon, il y a un enjeu aussi à solidifier un pouvoir politique, à lui permettre d'être stable. Et donc ça a été aussi pour les classes dirigeantes une façon, on va dire, détournée d'acheter la paix sociale. Bon, qui s'est payée sur le long terme, mais voilà quoi. Donc le peuple haïtien est le grand oublié de cette histoire. C'est pourtant lui qui va payer cette dette sur près de 100 ans. La classe dirigeante d'Haïti s'est servie de ce pacte pour avoir les mains libres afin d'affronter une menace plus grande encore que la France, les anciens esclaves qui refusent d'aller travailler dans les grandes plantations. Eh ben oui, il y avait aussi un enjeu pour la classe dirigeante de reprendre vite le boulot quoi, de se remettre vite au boulot, de reprendre la production. Et du coup, si les gens qui se sont libérés parce qu'ils voulaient plus travailler dans les plantations, ils connaissent les conditions de travail dans les plantations, s'ils commencent à avoir quelques idées de peut-être que le travail, faut peut-être le penser différemment, peut-être retourner le rapport de force, ou peut-être, je sais pas. C'est ce qu'ils commencent à dire là en Europe, le socialisme et tout, ça peut être intéressant. Peuple, etc. Voilà, faut aussi garantir la continuité du pouvoir et donc la continuité du pouvoir propriétaire. Et ça, un truc un peu collectiviste avec en commun, tu vois, genre on sait pas. Pour forcer les paysans à la tâche, le pouvoir haïtien adopte dès 1826 le Code rural, un ensemble de lois qui impose à la paysannerie un quasi-travail forcé. Les fondements du capitalisme français. Pour Gusty-Clara Gaillard-Pourchet, ce règlement de compte néocolonial s'inscrit dans l'orientation de la politique intérieure de la royauté française, ainsi que de l'ordre international esclavagiste et capitaliste alors en vigueur. Lequel a perduré, comme en témoignent de nombreuses familles, souvent aristocratiques, descendantes de colons ou d'armateurs négriers que l'on retrouve parmi les bénéficiaires, à l'instar d'un certain Alexandre de Laborde, lointain ascendant du baron Ernest-Antoine Célière, ex-dirigeant du MEDEF. Bah tiens, on les retrouve aux mêmes endroits, les colons. D'autres noms illustres qui fleurent l'ancien régime, au palmarès de ceux qui ont été indemnisés par leurs anciens esclaves, le duc de Choiseul, le comte de Vaudreuil, ainsi que de nombreux banquiers et hommes d'affaires. Guerre étonnante, tant la colonisation, l'esclavage puis la dette d'Haïti ont été au fondement du capitalisme français. Dans la note de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, une autre figure est mise en avant, celle de Jacques Laffitte, ministre de l'économie et gouverneur de la Banque de France, cheville ouvrière de l'emprunt contracté sous la menace. Donc du coup, le mec qui était administrateur de la Banque de France, c'est sa famille qui récupérait la thune, garantie par le fait que la Banque de France payait de la thune pour rembourser une dette qui était elle-même unique. Genre c'était vraiment wouh. Le capitalisme, c'est quand même un peu un scam organisé quand même quand on y pense. Une rue de Paris porte toujours son nom. C'est pas le seul, mais ce sera loin d'être le dernier. Au total, ils seront 8000 anciens colons propriétaires ou leurs héritiers indemnisés, selon Gusty-Clara Gaillard-Pourchet. Pour 8000 personnes, ils ont plongé durablement et fondamentalement Haïti dans une sauce historique. Pour établir ce qui leur revient, on s'appuie notamment sur le code noir de Colbert qui déterminait la valeur mobilière d'un esclave. C'est génial, hein, vous êtes libéré de l'esclavage et du coup on va se baser sur les lois qui déterminaient votre mise en esclavage et notamment la valeur de votre corps et de votre vie pour savoir combien d'argent vous nous devez. Voilà, on va vous faire payer la valeur de votre corps. Littéralement. Le diktat ne s'arrête pas là. Comme le pays est dans l'incapacité d'assumer une telle dépense, la somme représentant 10 ans de recettes fiscales d'Haïti, voilà, 10 ans de PIB, hein, enfin, pas 10 ans de PIB, 10 ans d'impôts plutôt, l'État haïtien se voit contraint de contracter un emprunt auprès des banques françaises. Donc c'est là qu'on arrive à la double dette. C'est là où la dette se double en fait. C'est que donc non seulement tu dois de l'argent à la France, mais en plus tu dois de l'argent aux banques françaises que tu as emprunté pour rendre l'argent à la France. Sachant que si vous êtes au CIC ou bien à la Société Générale, vous êtes dans l'une des banques coloniales ayant servi à cette indemnisation coloniale. Eh ben, le baron de Mâcon, aux Anges, écrit dans un rapport au roi: sous un tel régime, Haïti deviendrait indubitablement une province de la France, rapportant beaucoup et ne coûtant rien. Et c'est ça qui est le pire en fait dans cette histoire. C'est que la révolte, la révolution, puis l'indépendance, même si ça humiliait les colons, même si ça renvoyait potentiellement un message à l'entièreté des populations esclavagisées et colonisées, quelque part finalement les maîtres ils s'en sont bien contentés quoi. Ils ont trouvé la façon de faire avec cette humiliation en continuant d'extraire gratuitement de la valeur de la part effectivement encore une fois de leur colonie quoi. La spoliation va durer plus d'un siècle. La dette, réduite à 90 millions de francs or en 1838, souvent rééchelonnée, sera acquittée en 1888. Mais les agios des différents emprunts, oui, parce que du coup, ils ont réglé la dette en 1888, mais il y avait encore les agios. Ils avaient emprunté de l'argent aux banques françaises. Les agios de différents emprunts en 1952 seulement. Un pacte entre une élite qui va devenir une oligarchie et la communauté internationale qui perdure jusqu'à aujourd'hui, où on le retrouve un modèle de sous-développement et l'instauration d'une gouvernance par laquelle les acteurs internationaux co-gèrent la situation en Haïti, en ayant une main mise sur la politique et l'économie du pays. Et c'est ça aussi
Je vous parlais du lien fondamental entre les gangs et la corruption. Mais c'est aussi que, qu'est-ce que tu crées quand tu crées une situation comme ça, d'extorsion de la valeur, où c'est une situation néocoloniale, donc qui est pas vraiment gérée par tes dirigeants, mais tes dirigeants qui finissent par s'en accommoder pour sécuriser leur propre pouvoir politique. Tu crées une corruption institutionnalisée et basée au fondement en fait de l'organisation politique de la société. Tu peux que créer des classes dirigeantes corrompues sur le très 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 long terme. Et en fait, c'est aussi là, quand on parle, quand Macron il dit oh là là, les Haïtiens sont cons, il était très bien, leur Premier ministre, vraiment, je vais pas y aller moi-même non plus. Bah, en fait, ce qu'il déplore, c'est les effets concrets en fait, des crises actuelles d'Haïti, mais pas que, hein, de beaucoup, beaucoup de pays qui ont connu de telles situations néocoloniales, qui est celui de l'installation durable de la corruption et du fait que dès que tu rentres dans ce genre de cycle de corruption, c'est quasiment impossible d'en sortir. Impossible sans transformer fondamentalement les rapports économiques à l'intérieur du pays et entre le pays et le reste de l'international. Donc c'est aussi là, en fait, ce qui amène à tout ça, quoi. On a une mainmise sur la politique et l'économie du pays, décrit Frédéric Thomas, qui établit un lien entre cet épisode fondateur et la situation contemporaine du pays. Et en fait, c'est ce qui facilite aussi pour un Macron de dire « Non, mais ok, la dette, c'était dur, mais vous avez fini de la payer en 88, en 1888. Bon, après, il y a eu les agios. Mais ça, limite, qu'est-ce que c'est, hein ?» Donc depuis 52, c'est comme le même truc de « Oh là là, c'est bon, l'Algérie, elle a été décolonisée, donc arrêtez de nous parler de la colonisation de l'Algérie. » Alors que tu as encore aujourd'hui des rapports néocoloniaux de la France vis-à-vis de l'Algérie. Et ce qui est ça absolument partout, en fait. Tu as l'excuse parfaite de dire « Non mais de toute façon, ça fait des années que vous avez été décolonisé, donc maintenant prenez votre destin en main, maintenant vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. » C'est presque la preuve que vous êtes un peu un sous-peuple, quoi. Ce rapport néocolonial vient renaturaliser le racisme colonial. Parce que du coup, bah, comme ça permet d'avoir une possibilité de nier ta responsabilité directe dans le sous-développement, la corruption, la violence qu'il peut y avoir dans ces pays, bah du coup tu peux redire bah non, c'est bien la preuve que c'est leur faute et qu'ils savent pas gérer et que c'est nous qui devons gérer pour eux. Pour preuve, lorsque le 7 avril 2003, pour le second bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture, le président Jean-Bertrand Aristide demande très officiellement réparation, l'État français s'active. Côté pile, on a créé une commission confiée à Régis Debray qui s'efforce de mettre la poussière sous le tapis en des termes condescendants. Vous n'avez rien démontré de sérieux, cingle-t-il aux Haïtiens. Voilà, c'est en mode oh c'est bon, vous nous avez toujours pas prouvé que c'est notre faute. C'est exactement ce que va essayer de faire Macron, hein, sauf que... Côté face, surtout, on pousse Aristide vers la sortie dès 2004. Certes avec le concours de la population, mais avec celui des États-Unis et de certains membres de la commission Debray, selon le New York Times. Gênant, le président est démissionné et envoyé en exil. Donc la dernière fois qu'un président haïtien a demandé des réparations, ça a été l'exil. L'ancien ambassadeur de France en Haïti, Thierry Burkhard, confesse aujourd'hui, à propos d'un coup contre le dirigeant, que c'est probablement cela aussi un peu. Donc voilà, on dit est-ce que vous avez fait un coup d'État? Il dit ouais, peut-être aussi, ouais, un peu. Ouais, peut-être qu'on a un petit peu fait un coup. Ouais, peut-être qu'on a un petit peu fait un coup d'État. On a un petit peu aussi fait éventuellement un coup d'État. Oui, bon. Déni et révisionnisme. Après avoir ainsi rançonné Haïti durant un siècle, la France s'est depuis enfoncée dans le déni. L'État français ne veut pas se reconnaître dans le miroir que lui tend Haïti, analyse Frédéric Thomas. La révolution haïtienne était à l'époque impensable, inimaginable et encore aujourd'hui peu compréhensible en France. Par réflexe d'autodéfense, on n'en parle pas. Mais c'est ça aussi, encore une fois, on parle depuis 3 ans, 2 ans, je ne sais plus combien de temps ça dure le génocide. Mais toute la radicalisation qu'on voit de l'opinion conservatrice française vis-à-vis de Gaza, elle s'accompagne aussi d'un retour de bâton, d'un impensé, d'un refoulé colonial. Elle s'accompagne aussi de grands discours de nostalgiques de l'Algérie française, de grands discours qui commencent à être de plus en plus négationnistes, de plus en plus... En fait, comme la question de la colonisation commence à revenir sur le devant de la scène, il y a eu ça aussi avec la Kanaki d'ailleurs, il y a eu ça aussi avec Mayotte, le fondement colonial en fait de la société française repointe le bout de son nez, particulièrement dans la droite, dans les médias de droite aussi, bref. Et en fait, c'est exactement ça, c'est que sur la question, bah, en vrai, encore aujourd'hui, la France a du mal à accepter que les esclaves, ils se sont libérés, quoi. Et elle a du mal à accepter qu'il ait pu y avoir une possibilité que ça se passe bien. Et c'est aussi pour ça que va y avoir tous les arguments de oui, mais quand même, ils savent pas gérer leur état, gna gna gna, etc. C'est aussi pour dire, de façon libérée ou pas, ça reste des esclaves. Ils auraient jamais pu gérer le truc, ils étaient mieux avec nous, quoi. Longtemps, la dette n'a existé que pour un cercle restreint d'universitaires, et sans doute quelques fonctionnaires et diplomates taiseux. Du côté des présidents, silence radio. En 2000 encore, versant dans le révisionnisme, Jacques Chirac estimait qu'Haïti n'a pas été à proprement parler une colonie française, hein. Oh, est-ce que c'était vraiment une colonie, quoi? Bon, quoi, il parle créole français? Oui, mais c'est pas vraiment du français. Il parle pas vraiment français. Il faut les sous-titrer, c'est du créole, donc non, c'est pas...
On n'a pas vraiment colonisé, quoi. Bon. En 2015, lors de l'inauguration du mémorial Acte de Pointe-à-Pitre sur l'histoire de l'esclavage, François Hollande évoque la dette en présence du président haïtien Michel Martelly et de nombreux chefs d'État africains et promet « J'acquitterai à mon tour la dette que nous avons ». Ah ouais, ça c'est vraiment Hollande, hein. C'est vraiment « Oui, je m'acquitterai de la dette que nous avons envers vous ». Ah, tu veux dire les 150 millions de francs or, etc. Tu vas rembourser ou... Ovation. Mais dès le lendemain, l'Élysée rectifie. Hollande parlait d'une dette morale, voyons. Quand Hollande, il a dit « Je vais vous rembourser la dette », c'était pas de l'argent, c'était en pensée. Thoughts and prayers, comme il dit l'autre. Hein. Voilà, c'est la dette morale. Voilà, on va penser à vous et on va dire « Ah, ils sont intéressants. » Voilà, c'est la dette morale. Hein, voilà, non, on va pas faire de réparation non plus. Oui, ils ont paniqué. T'imagines les services de l'Élysée en mode « Oh, merde, putain, qu'est-ce qu'il a dit ?» Non, il a dit... Je vais m'acquitter à mon retour de la dette. Ah mais non, c'est pas possible. Attends, vite, un communiqué. Attends, la dette morale. Dette morale, c'est la dette historique, la dette morale, la dette symbolique. La dette symbolique, non, la dette morale. Parce que symbolique, ça fait trop qu'on s'est foutu de leur gueule. Donc on va dire dette morale, parce que la morale, c'est plus fondamental. Ouais, vas-y. Tu dis que c'était la dette morale, d'accord? Ok, Jean-Mi. En 2016, lors de l'abrogation par l'Assemblée du décret royal de 1825, ils ont abrogé le décret royal de 1825 en 2016. Bon, c'était symbolique, hein, mais bref. Les députés s'empressent de compléter le texte. Cet acte ne prétend pas à une quelconque réparation financière. Hein. Attention, on va abroger l'acte royal, mais pas la partie où on vous a rançonné de la thune. Hein. Attention, on l'a bien vu, hein, le décret, hein, voilà, parce qu'on l'abroge. Regardez, on abroge ce décret royal ignoble, mais pas là, on va pas là. Enfin, il y a prescription, quoi. On va pas non plus. C'est terrible, vraiment, ce que vous. Mais c'est le passé, hein. Voilà, c'est le passé. Il faut tourner la page, il faut pas vivre dans le passé. Vous croyez que nous, on vit dans le passé, peut-être? Nous, c'est derrière nous, la colonisation. Vous devriez faire de même. Il s'agit de rester prudent, car le montant des réparations serait colossal. Bah, c'est pas pour rien qu'on a demandé de la thune, hein. C'est que quand même... hein, et on va pas payer des réparations exorbitantes à un pays pauvre, quoi. Hein. En 2022, le New York Times a consacré une enquête se faisant l'écho du travail titanesque des chercheurs sur les sources. Écrits de diplomates français, travaux de Frédéric Marcelin, un ministre des Finances haïtien de la fin du 19e, et les archives de la Caisse des dépôts et consignations. Ouais, transité et a été redistribué l'argent. Entre la dette, les emprunts et le sous-développement induit par le diktat, les calculs du quotidien sont éloquents. Entre 21 et 115 milliards de dollars. Oui, parce qu'en fait, donc les gens qui disaient « Ah, pourquoi on reparle de ça? Pourquoi Macron il parle de ça? » etc. C'est parce que les États-Unis nous ont forcé la main. Comme d'habitude, il faut que ce soit les États-Unis qui disent « Hé, la France, regardez ce que vous avez fait pour qu'on dise « Ah oui, c'est vrai, mais vous savez, nous aussi, on a des historiens qui peuvent nous en parler. Hein. Ça va. Hein. Et on peut même reconnaître que, hein, voilà, pas rembourser, mais... » Au-delà des chiffres, et c'est la reconnaissance de cette forfaiture historique qui est attendue aujourd'hui. En janvier, le président du Conseil de transition haïtien, Leslie Voltaire, réitérait la demande. Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire. Malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre les perspectives de développement de notre jeune nation. Emmanuel Macron a promis des actes symboliques ce 17 avril, 200 ans après. Donc voilà, donc encore une fois, voilà, Macron il a dit « D'accord, je vais faire un petit peu de symbole, voilà ». Bon, et du coup, ce qui a été dit donc le 17 avril, ça a été l'annonce de cette commission d'historiens pour dire « Ah oui, c'est vrai, on a fait la sauce ». Exactement comme ce qu'a fait Macron vis-à-vis de la colonisation algérienne avec le rapport Stora. Vous vous rappelez, c'était pendant le Covid, je crois, un peu après le... Ouais, c'était pendant le confinement, pendant le Covid. Mais il a commissionné Benjamin Stora et d'autres historiens, mais surtout lui, pour diriger ce rapport, pour faire un rapport sur les crimes de la France en Algérie. Super, hein, le rapport, il était carré. Bon, il a été un peu critiqué à la marge. Bon, c'est des débats d'historiens, tu vois. Là, mais bon, il y a eu un rapport pour reconnaître que la France reconnaisse quand même que la colonisation algérienne, on a fait du sale, et que quand même, il faudrait peut-être reconnaître qu'on a fait du sale. Et du coup, le rapport Stora, il est sorti. Et le rapport Stora disait oui, on a fait du sale, ouais. Ouais. Ce serait bien quand même de s'excuser et un petit peu de réparer 2-3 trucs et de revoir quand même nos relations diplomatiques avec l'Algérie parce qu'on va pas continuer non plus de leur chier dessus parce qu'il y a quand même une histoire. Et du coup, Macron, il a vu le rapport, il a dit
Anyway, du coup, alors, de quoi on parle d'autre? Et résultat, on a Retailleau. En fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec le rapport Stora, il a commandé ça, il s'est présenté comme les champions. C'est son fameux truc, c'est son truc éternel de ni de droite ni de gauche, le en même temps macronien, etc. Enfin bref. Et du coup, ça, il se montre comme celui qui fait un grand pas pour la reconnaissance par la France de ses crimes du passé, etc. Mais derrière, il enterre absolument tous les rapports, il en fait absolument rien. Et c'est pour ça que là, Macron n'a annoncé absolument aucun engagement vis-à-vis de réparation. On va juste mettre des historiens, ils vont travailler, ils vont faire un rapport comme ça. Officiellement, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, mais c'est tout. On va continuer de dire non, mais quand même, les Haïtiens, vous êtes un peu nuls, quoi. Et donc, il y avait aussi ça, du coup, de Néhémie Dahomey. Donc, Haïti rançonné, la France pourra-t-elle se réparer elle-même? L'écrivain haïtien Néhémie Dahomey, auteur de Combat, très bon camarade de demeurant, qui explore les histoires entremêlées d'habitants aux prises avec les conséquences de la dette, déconstruit pour l'humanité les idées reçues. Il relie les rives, les époques, ainsi que les dominations économiques. La rançon imposée par la France de Charles X à la jeune nation haïtienne a cassé les reins du pays dès l'enfance. Cette spoliation a coupé ses pattes. C'est une des raisons structurelles de son malheur à long terme. Encore une fois, l'excuse éternelle des colons, c'est de dire « Ah, mais c'était il y a longtemps. Vous avez le temps de vous reconstruire depuis, vous avez le temps de faire du bise. Pourquoi vous n'avez pas fait du bise ?» Bah non, parce qu'en fait, les processus économiques sont très très lents. Contrairement à ce que parfois on essaie de nous faire croire que là, la Chine, elle a poussé comme un champignon. Bah non, c'était déjà un très très grand pays, la Chine, en fait. Genre, c'était déjà un gros empire. Enfin bref. C'est des trucs de très très long terme, de structures qui se mettent en place, voilà, et qu'en fait, quand tu es sous une domination néocoloniale, mais c'est comme pour beaucoup en fait de l'Amérique latine, où une grosse partie de l'Amérique latine a été maintenue comme sous-développement. Je vous conseille la lecture, même si bon, c'est un petit peu un pavé et que c'est peut-être un petit peu vieux, mais la lecture qui a été une de mes premières lectures qui m'a gauchisé, ça a été de Eduardo Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latine, qui parle du fait que bah oui, ok, d'accord, l'Amérique latine, elle a été décolonisée il y a longtemps, mais bah en attendant, bah, il y a encore eu un rapport néocolonial vis-à-vis de l'Amérique latine, un rapport de domination économique, un travail actif pour empêcher les pays latino-américains de développer leur propre économie. Notamment, un enjeu qui était alors considéré comme un truc vraiment horrible par les États-Unis, les ISI, les investissements de substitution aux importations. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, bah, donc, en gros, tu as plusieurs domaines de l'économie, voilà. Tu as l'économie primaire, en gros, c'est l'extraction des matières premières. Ensuite, secondaire, c'est la transformation des matières premières. Donc, typiquement, l'agriculture. Voilà, tu sèmes, tu coupes les blés, etc. C'est le primaire, c'est l'exploitation de la terre. Et le secondaire, c'est la transformation en un pain de mie. Et du coup, tu permets d'avoir ton sandwich Sodebo qui permet de nourrir les gens qui travaillent dans le tertiaire, c'est-à-dire l'industrie des services. Oui, ça, je dis industrie au lieu d'économie, pardon. C'est-à-dire dans les services, comme ça, dans leur bureau, comme ils n'ont pas le temps, bah, ils peuvent bouffer leur sandwich Sodebo à leur bureau. J'adore expliquer le capitalisme avec un sandwich Sodebo. Bref, voilà. Donc en gros, l'Amérique latine avait une économie, et d'ailleurs c'est le cas pour, enfin je vous dis l'Amérique latine, mais pensez aussi l'Afrique, pensez aussi beaucoup d'autres continents en fait, sous domination historique, et quand je vous parle de ça, c'est beaucoup de trucs développés par la théorie de la dépendance, qui est une théorie latino-américaine, mais aussi à laquelle a participé beaucoup Samir Amin. Donc ça a été beaucoup pensé en Amérique latine. C'est un petit peu penser un petit peu aux racines, aux origines de la pensée décoloniale, mais qui s'est aussi développée ailleurs, etc., qui n'appartient pas qu'à l'Amérique latine. Mais donc, en gros, tu avais ce truc-là, donc l'Amérique latine, c'était quoi? Bah, ils avaient des ressources primaires hyper riches. Continent, vraiment, c'est comment dire, ce qu'on appelle la malédiction de l'abondance, où ils ont plein de trucs, ils ont du cuivre, ils ont plein d'endroits pour faire pousser des trucs, du soja, du truc... Vraiment plein de trucs pour faire de l'agriculture, de l'extraction minière, etc. C'est génial. Du coup, bah, on va leur acheter les trucs pour pas trop cher. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fait, quand tu es que dans le business de l'extraction, alors bon, déjà, je vous passe sur le fait que ça structure l'entièreté de ton État. Quand je vous parlais de la question de la corruption, ça structure tout ton État. Ça veut dire que lorsqu'on va ouvrir une ligne de chemin de fer, la ligne de chemin de fer, elle va pas être ouverte pour relier les villes entre elles, ou pour relier la ville à la banlieue, pour que transporter... Si, alors, il faut quand même transporter les travailleurs. Mais bon, pour ça, on peut mettre des bus. Mais les lignes de chemin de fer, ça va être surtout pour transporter les matières premières, pour transporter, du coup, généralement, vous observez, en fait, dans beaucoup de pays, la majorité des pays... qui ont un accès à la mer et qui ont été colonisés. Bizarrement, les lignes de chemin de fer, elles sont un peu en étoile et elles convergent toutes vers les ports. Parce qu'en fait, le but, c'est d'acheminer toutes les matières premières vers les ports, etc. Donc même dans l'urbanisme, dans le fonctionnement de l'État est tout entièrement centré vers le fait d'organiser l'extraction des matières premières et les acheminer vers les ports pour qu'ils soient vendus ailleurs. Mais le problème, c'est que quand tu es que dans le business des matières premières, tu as un gros problème fondamental. C'est que c'est difficile de contrôler les prix. Tu peux très bien dire, mon cuivre, je te le vends
cher. Le problème, c'est que le pays auquel tu le vends, il va dire, mais tu sais que le Chili aussi, il a du cuivre. Et je suis sûr que je peux obtenir un meilleur prix. Donc, du coup, tu as 2 options là-dessus. Soit tu t'alignes en disant, putain, merde, il va acheter du cuivre au Chili, du coup, moi, l'Argentine, j'en aurais plus, et du coup, je pourrais plus. Et parce qu'en fait, t'es dépendant, en fait, de ce commerce-là. Si t'es dépendant du commerce du cuivre, par exemple, tu te dire, ah putain, merde, du coup, faut que je baisse mon prix parce que du coup, le Chili, c'est moins cher. Ou alors, tu vas voir le Chili, tu dis, il m'a dit que c'était moins cher chez toi, c'est vrai? Le Chili qui dit, bah, ouais, mais quoi, toi, c'est plus cher? Il dit, bah ouais, moi, je me fais plus de marge. Du coup, bah, tu peux dire, ah putain, mais vas-y, ça te dit, on met tous les deux au prix plus cher. Comme ça, on se fait plus de thunes. Ah, vas-y, deal. Ça, c'est le gros problème, parce que du coup, si les pays commencent à s'entendre entre eux, à se dire, attends, mais t'es en train de te faire baiser. Attends, mais moi aussi, je suis en train de me faire baiser. Mais vas-y, on se met ensemble et puis on décide des prix qu'on fixe. Bah, du coup, ça, c'est un problème. Du coup, t'as besoin de maintenir en concurrence permanente les pays entre eux. Pour ça, donc, un des enjeux principaux pour une nation, je sais pas, on va dire les États-Unis, qui va surtout acheter beaucoup de cuivre en Amérique latine, c'est de faire en sorte que ces pays ne se parlent jamais entre eux. C'est de faire en sorte que vraiment, ils savent un peu sur la gueule, qu'ils soient pas d'accord entre eux, voire même qu'ils soient en concurrence les uns avec les autres sur d'autres trucs, etc. Comme ça, ils seront jamais d'accord entre eux. Un autre enjeu, c'est que la thune que tu leur payes le cuivre soit pas suffisante, ou alors leur permette pas pour autant de développer, parce qu'en fait, t'achètes le cuivre, là. Et après, tu transformes le cuivre dans tes usines états-uniennes. Bon, avant que tu le passes à la Chine, hein, voilà, ça je parle de, voilà, on va dire du XXe siècle, etc. Voilà. Mais tu as des usines chez toi, voilà, tu développes l'industrie chez toi, etc. Et c'est toi qui transformes le cuivre. Et après, c'est toi qui achètes les trucs de cuivre parce que bah, du coup, tu achètes des transistors, des radios, des trucs comme ça, etc. Et du coup, bah, toi, tu as un enjeu. C'est que bah, tu puisses continuer de vendre et que ce soit pas eux qui transforment le cuivre, en fait. Parce que bah, toi, c'est intéressant pour toi. Déjà, ça donne du taf à tes gars. Et en plus, ça te permet d'industrialiser et de faire monter ton degré de richesse parce que bah, quand tu transformes la matière première, tu en extrais plus de valeur ajoutée parce que tu ajoutes de la valeur puisqu'il y a le travail qui rentre là-dedans que quand simplement tu l'extrais. Parce que tu peux dire oui, bon, là, j'ai valeur ajoutée, ça va, c'est juste du cuivre, on va pas penser à la main d'œuvre. C'est beaucoup plus facile de dire ça, même si, bon, en vrai, dans l'industrie aussi, mais bref. Et donc, ton intérêt, c'est de faire en sorte que l'Argentine à qui t'achète le cuivre ou le Chili à qui t'achète le cuivre ne développe jamais d'usine pour faire des transistors. Parce que bah, sinon, bah, toute ton économie à toi qui repose sur le fait de faire des transistors et de les vendre, elle est niquée. Ou alors que s'il y a un pays qui fait des transistors, bah, au moins que ce soit un pays à qui tu peux payer pas cher. Parce que si le Chili, il contrôle le prix du cuivre et le prix des transistors, attends, mais il peut se faire des marges parce que du coup, bah, t'as pas à passer les droits de douane pour vendre le cuivre. Bref. Et donc ça, c'est le gros enjeu, notamment dans l'Amérique latine. Et donc les penseurs de la pensée de la dépendance, eux, ils disaient, l'Amérique latine, on est sous-développé. Mais la raison pour laquelle on est sous-développé, c'est pas parce que on n'est pas passé par les bonnes étapes, que si on était vraiment des vrais pays, on aurait fait d'abord, tu développes l'industrie primaire, ensuite l'industrie secondaire, et après tu seras un pays super riche, tu auras passé toutes les étapes du capitalisme. En fait, eux, ils disaient, mais en fait non. Parce que ce truc-là tu fais de l'extraction. Ensuite, avec la thune de l'extraction, t'as de quoi développer l'industrie. Et après, avec la thune de l'industrie, t'as de quoi développer les services. Bah, en fait, si t'es en mode, bah non, c'est de la merde. Parce que eux, leur industrie, elle repose sur le fait que nous, on soit que dans l'extraction. Et donc, eux, le fait que grâce à leur industrie, ils développent une économie des services, et une classe moyenne de fous qui se développe, etc., bah, ça dépend du fait que l'industrie commence à la bouger ailleurs. Et donc, en fait, le développement, entre guillemets, c'est une question de domination. C'est pas une question de est-ce que tu fais le bon développement économique. Et donc en fait, il disait, bah en fait, notre enjeu, c'est de se libérer de la dépendance économique aux États-Unis. Pour ça, il faut faire des investissements, il faut penser avec l'État. Il faut commencer à dire, bon bah toute la thune qu'on a avec l'extraction, on va l'utiliser pour faire des industries, pour faire donc des investissements de substitution aux importations, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir importer les transistors que créent les États-Unis, bah du coup, on va créer nos usines de transistors. On va un peu on va level up notre ville dans Age of Empires et en plus, on va contrôler tous nos trucs. Et en plus, on est l'Amérique latine. Donc on est vraiment le continent dans lequel il y a à peu près de quoi tout faire. Du coup, bah, si on se met entre nous et si on s'entend entre nous sur les prix, sur les chaînes de production, etc., bah, en plus de ça, on peut, en tant qu'Amérique latine, se libérer des États-Unis. Ce serait génial. Et du coup, il y a eu des coups d'État. Parce qu'il y avait ça, il y avait aussi la réforme agraire aussi. La réforme agraire, c'est-à-dire que, bah, en fait, tu sais, le genre, donc voilà, le même principe, hein, globalement, les exploitations, elles sont possédées par des grands propriétaires terriens, les latifundios, etc. Et du coup, bah, les A, ils disaient, ah, bah, on va changer la fonction dont on fait de l'agriculture et on va rendre la terre à des paysans plus petits. Comme ça, on va arrêter de devoir dépendre du fait que c'est des grands propriétaires qui nous imposent des prix fixes et du coup, on va pouvoir mieux gérer aussi les prix, l'accès à la bouffe, etc. Ils disaient, ah non, vous n'allez pas faire une réforme agraire, hop, dictature. Bref, généralement, dès que les gens voulaient faire une réforme agraire, ils se prenaient une dictature derrière. Ça a été le cas en Afrique, ça a été le cas en Amérique latine, ça a été le cas en Inde. Genre. Bref, comme pour Allende en partie, mais c'était aussi le cas pour... bon, c'était pas la seule raison, mais la réforme agraire a été très très importante, notamment pour
Sankara aussi. Tout ça pour dire que la raison pour laquelle aussi on fait le lien avec la corruption, c'est que du coup, quand tu as besoin de garder du coup un pays qui n'est que extractiviste, un pays qui n'a qu'un seul type d'économie, etc., et qui va tout acheter à toi, bah c'est bien pratique de te mettre les dirigeants dans la poche. Comme ça, t'es sûr, bah, je vous disais, dictature, etc. Comme ça, t'es sûr que le dirigeant que t'as mis, là, que le Pinochet que t'as mis au Chili, bah il va jamais mettre en place de réforme agraire. La corruption, elle commence par les corrupteurs. C'est pas la pauvreté qui crée la corruption, c'est les corrupteurs. Et en fait, la corruption, elle est liée entièrement à ça. Au maintien des pays dans le sous-développement, au maintien des pays dans la domination, et donc au maintien aussi des pays politiquement dans un système de domination. C'est le pays qui a réussi sa réforme agraire, c'est l'Inde, non. Alors, oui, mais sous condition. L'Inde a énormément payé le prix. La population indienne a énormément payé le prix, notamment de Monsanto. En fait, la réforme agraire s'est faite en partie parce qu'en échange, Monsanto récupérait de la thune parce que du coup, c'était eux qui garantissaient tous les trucs. Donc, ils sont aussi fait niquer en fait. Ça a été une réforme agraire sous condition. Là. Bref, donc quand il s'agit de savoir si la France va rembourser, la première crainte vient des Haïtiens eux-mêmes. Les gens bien intentionnés appréhendent que l'argent ne s'évapore dans les fumées de la corruption nationale dès le soir de sa restitution. Cette crainte, quoique saine, révèle 3 idées notables. Et donc là, on arrive à la question de la corruption. Parce que oui, la question, c'est que du coup, on va les rembourser, mais après, comment on est sûr que l'État va gérer correctement cet argent? Au pire, c'est un risque à prendre. Au pire, t'as des pays qui font des mauvais choix, et c'est pas grave. En fait, ils n'ont pas affilé de la thune aux autres pour ça. Gestion publique, chose privée. La première idée est que l'État, en général, serait mauvais gestionnaire. Donc ça, c'est l'idée vraiment capitaliste. En mode, on peut pas confier la thune à l'État parce que l'État ne sait pas gérer, c'est les entreprises privées, voyons, qui savent faire de... Ça, c'est la version capitaliste, etc. Cette idée est promue par les grandes entreprises qui vivent de commandes et d'aides publiques. Mais généralement, c'est ceux qui dont toute la thune dépend du fait de contracter avec l'industrie de défense nationale, etc., qui disent non, mais l'État ne peut rien faire, alors que c'est eux qui récupèrent toute leur thune de l'État. Donc voilà. Je l'ai autant entendu à Port-au-Prince qu'à Paris. Les plus grandes associations de malfaiteurs, comme le Fonds monétaire international, la délèguent à leur porte-parole à radio et télédiffusée. Ça claironne le partenariat public-privé et la bonne gouvernance, alias l'austérité austère. Tronçonner les budgets, vendre les biens publics et laisser les petits groupes d'experts s'occuper de tout. Et ça, le FMI, encore une fois, il a tout un historique de faire ça en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud et en Asie centrale aussi d'ailleurs. Enfin bref, partout où ils se ramènent, ils disent « Vous voulez bien gérer votre État ? Votre État a qu'à moins donner aux pauvres, moins faire de trucs bien pour les pauvres et plus filer de thunes aux riches qui en ont déjà beaucoup. Comme ça, ils vont encore plus pouvoir exploiter vos pauvres. Comme ça, vous avez plus de pauvres. Comme ça, ils sont plus exploitables par les riches. Vous avez compris la logique. Les deux autres idées sont les suivantes. La première, Haïti serait corrompu par essence. C'est l'essentialisation de Haïti, c'est corrompu parce que c'est Haïti, quoi. La seconde, il faudrait garder l'argent à l'extérieur pour aider le pays, bande d'enfants qui ne sauraient gérer leur propre destin. Donc voilà, la deuxième, c'est en mode l'argent, on le garde en France et on l'utilise pour faire de l'aide au développement. On va faire des missions humanitaires pour vous aider parce que vous savez pas comment gérer l'argent, c'est nous qui devons nous occuper. La dilapidation des fonds pour la reconstruction d'Haïti après le séisme du 12 janvier 2010, avec la complicité active de Bill Clinton et de sa fondation Loup-Garou, n'a toujours pas sevré certains observateurs gaga du goût des gestions externes. Quant à la corruption par essence, comme toute autre essence figée, elle n'existe tout simplement pas. Oui, la corruption, c'est un fait social, c'est pas... Voilà. Mais voilà, c'est que c'est pas la première fois que on dit « Ah, on va vous faire de l'aide humanitaire » et qu'en fait, là-dessus, on en fait n'importe quoi. La corruption, elle vient pas que d'Haïti, elle vient pas que du gouvernement. Le gouvernement peut être corrompu. Elle vient pas que du gouvernement, elle vient des corrupteurs. Et les premiers corrompus, c'est les corrupteurs. État actuel et cause profonde. Haïti est aujourd'hui dans une terrible situation. La mauvaise réputation s'est muée en prophétie autoréalisatrice. Il n'y a pas de pouvoir élu. Les groupes armés font sécession et engrangent du terrain dans la capitale. Donc ça, c'est les trucs de gang, etc. La plupart des institutions n'existent plus. Or, un pays, ce ne sont pas les murs, ce sont les institutions. Une grande partie de la population est déplacée, ne mange pas à sa faim, a peur tous les jours pour sa vie. Après le débarquement espagnol à la fin du XVe siècle et la décimation des populations natives, 300 ans d'esclavage des Noirs ont forgé les bases structurelles et conjointes du racisme contemporain et du capitalisme bourgeois. Haïti est le produit direct d'une telle histoire. Laboratoire de misère, ombre abjecte des temps modernes où se sont empilées toutes les dominations. Esclavage raciste, société ethnique, rançon française, occupation américaine, dictature anticommuniste. Ils sont passés par là aussi. Ultralibéralisation. Haïti, c'est l'intersection du malheur. Les millions de francs or exigés par la France en 1825 étaient censés rétribuer les anciens colons esclavagistes pour leur perte de terres et d'esclaves. Les Haïtiens ont donc racheté leurs terres et leurs propres personnes martyrisées. C'est une infamie, une abomination sans nom. Mais ce schéma se répète aujourd'hui sous une forme sournoise dans les politiques de marché et les privatisations. En fait, ça, c'est que cette logique-là de domination change toujours de forme, essaye toujours de trouver une forme plus acceptable, plus fluide, qui correspond plus au zeitgeist actuel. On n'a plus le droit de faire de l'esclavage, bah tant pis, on va vous foutre une dette. Oh, la dette c'est un peu dur, bah vous inquiétez pas, on va vous envoyer des fonds vautours qui vont gérer toute votre économie. Et puis de toute façon, ils sont déjà, puisque c'était les colons d'avant. Donc, bref, retour de bâton.
Les affres imposées aux autres te reviennent toujours dans les dents. Il faut dealer avec ça. Pas à cause de je ne sais quel obscur karma, juste parce que les outils restent les mêmes. Contre les autres et ensuite contre soi. Vincent Bolloré a saccagé l'Afrique de l'Ouest, il a désinformé là-bas pour favoriser son commerce. De retour à Paris, il chie un petit CNews bien chaud. Les travailleurs ont construit les autoroutes en France, les contribuables ont payé. Dans un élan de rançon, la privatisation cède tout à Vinci. Mais en fait, parce que la logique de la privatisation, c'est ça, c'est l'État met de la thune qui retire des impôts de son peuple, donc c'est la thune que le peuple lui confie pour faire des trucs bien, et après il dit, ce truc qu'on a construit avec la thune du peuple, on va le vendre à quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, c'est une entreprise privée qui récupère la thune du peuple. Et la force de travail aussi du peuple. C'est la méthode rançon sous une forme contemporaine. Donc c'est tout le truc de ces logiques de domination changent toujours de forme, mais fondamentalement ne changent pas en réalité. De telle sorte que la question n'est plus seulement est-ce qu'Haïti saura utiliser à bon escient la somme que la France lui a arrachée. Voilà, c'est plus la question de bon, si on leur file de la thune, est-ce qu'ils sauront faire des bonnes choses de cet argent? Est-ce qu'ils sauront gérer leur argent? C'est ça le pauvre. La question devient aussi est-ce que la France comprendra son intérêt profond à rendre cet argent? Rompre avec la méthode rançon contre les autres et contre soi. Bah oui, rompre avec la méthode de la rançon pour les autres et rompre avec la méthode de la rançon pour ta propre population. C'est-à-dire que si tu réserves ce traitement aux autres pays, c'est aussi que tu réserves ce traitement à ta propre population. C'est une logique pyramidale, hein, globalement, c'est toujours les mêmes trucs aux différents échelons, et puis après, il y a seulement celui qui est au sommet qui arrive un petit peu à s'en sortir. Mais voilà, quoi. C'est un enjeu politique, social, populaire, quoi. Reconnaître et agir contre ses torts. La France est-elle prête à se réparer elle-même? J'aime bien la façon dont il retourne le truc. De l'autre côté, Haïti devra prendre ses responsabilités, créer les conditions pour gérer à long terme son argent, à commencer par la reprise de ses institutions, car un pays, ce ne sont pas les murs, ce sont les institutions. Et c'est toute la question qui se pose, et c'est vraiment tout l'enjeu qui va se poser pour Haïti, et sur quoi je vais finir sur cette parenthèse qu'on a ouverte avec l'annonce de Macron, dont on va faire une commission avec des historiens. On sait d'avance que ça va rien donner, même si en vrai, les historiens qui sont dedans, ils ont l'air ultra carrés, et la population haïtienne en attend énormément, et il y a une bonne mobilisation aussi de l'opinion publique haïtienne autour de ça, en mode bon, alors qu'est-ce que vous allez en faire? Mais aussi parce qu'en ce moment, vous avez vu dans l'article qui parlait d'un gouvernement transitoire, Macron qui disait oh là là, ils ont dégagé leur premier ministre, etc. Il y a une instabilité politique, il y a une question fondamentale qui est en train de se poser en ce moment à Haïti sur la stabilité politique, sur quel régime, quel système on met en place, comment est-ce qu'on lutte contre la criminalité organisée, comment est-ce qu'on recrée les institutions, le fondement politique. Donc c'est aussi parce qu'Haïti est au carrefour en fait de cette question-là politique et que ça se mélange à ça. Donc c'est à la fois une question française de aussi comment les Français vont soutenir Haïti, vont se soutenir eux-mêmes, non pas en envoyant de l'humanitaire, mais en reconnaissant, comme le dit Néhémie dans son texte, que les logiques qu'on a imposées à Haïti, c'est les mêmes logiques qu'on impose à notre classe ouvrière, c'est les mêmes logiques qu'on impose à notre classe immigrée, etc., etc., etc. Donc de reconnaître ça et de se réparer nous-mêmes en offrant des réparations. Il y a un enjeu politique français et un enjeu politique haïtien. Et il peut y avoir un enjeu de construction de peuple à peuple, les conditions de relations apaisées et justes voilà. Et il peut y avoir aussi le maintien éternel et la recréation finalement des conditions de l'exploitation, quoi. Et c'est la question qui va se poser. C'est une construction politique importante et c'est un truc qu'il faut pousser à laquelle il faut penser en fait, même quand on pense nos programmes politiques, même quand on pense nos mobilisations, quand on pense les solidarités qu'on met en place. Des trucs à pas oublier, quoi. Et à penser parce que ça nous touche directement, nous, international et national, et le national est international. Bref, tout se mélange. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.